Bonjour, bienvenue sur Baris Pulse. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Martin Blachier, épidémiologiste. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors désolé pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Bonjour, bienvenue encore une fois sur Baris Pulse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Comme vous savez, chaque semaine, nous avons un épisode qui sort. Aujourd'hui, nous sommes avec une personnalité qui est le docteur Martin Blachier, qui est épidémiologiste. Il va nous parler de son vécu, qui il est, surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qui il est, quels sont en fait ses retours sur le système français et notamment du système de santé, les perspectives futures et surtout ses anecdotes et son regard à 360 degrés du système social médical au niveau français. Voilà. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content de faire ce podcast. Comment tu vas, Martin ? Ça va très bien, occupé. Ça, j'en doute pas. Alors, dis-nous, qui tu es ? Pourquoi avoir fait des études dans la médecine ? Et surtout, aujourd'hui, tu es une personne publique, médiatique. Pourquoi cette envie d'échanger à la télé et sur les réseaux sociaux ? Je suis médecin. Comme beaucoup d'assez bons élèves, j'ai choisi de faire médecine, et puis parce que ça me semblait être un métier avec une base scientifique, mais qui est pas complètement enfermé dans la science. C'est un métier qui réserve beaucoup de surprises. Moi, j'ai eu la particularité au bout de l'internat, donc la première partie des 6 premières années d'études, de choisir un métier qui s'appelle la santé publique, ce qui est un peu différent des autres médecins, parce que les autres médecins, ils vont vraiment faire de la clinique, c'est-à-dire être au lit du patient. Moi, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Très vite, j'ai voulu faire de l'entrepreneuriat. J'avais cette fibre-là, je l'ai fait, j'ai monté des sociétés qui ont marché, des sociétés qui n'ont pas marché. Donc aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai vendu une de mes sociétés sur lesquelles je m'étais investi pendant 15 ans, et comme tout entrepreneur, j'avais passé l'essentiel de mon temps. Et là, je suis en train d'essayer de monter un nouveau média qui s'appelle New Deal Santé. Et l'objectif, c'est essayer d'accompagner la transformation du système de santé français. Mais en fait, ça a l'air d'être quelque chose d'assez technocratique. Mais en fait, non, l'idée, c'est vraiment de changer les mentalités, de surfer sur la nouvelle génération pour essayer de faire en fait de quelque chose qui a un peu vécu comme une charge et qui a été un peu construit dans, je pense, une mentalité qui était la mentalité de nos parents, et d'essayer de le faire évoluer dans celui qui va être la mentalité de la jeunesse. Donc, c'est-à-dire de ma génération, mais aussi de la génération qui suit. D'accord. Quels sont, du coup, Martin, ce que tu as retenu, notamment du Covid ? Parce que ça a été une épidémie historique dans l'histoire. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça ? Déjà, ça a été une parenthèse, c'est-à-dire que c'est une parenthèse qui s'est ouverte à la minute où le président a annoncé qu'on allait être confiné. Je dirais que c'est là que la crise a vraiment commencé. Elle s'est terminée début 2022, quand, avec l'entrée des troupes russes en Ukraine, où finalement c'était la fin de la crise sanitaire. Ce que j'en ai retenu, c'est déjà, c'était une aventure entrepreneuriale en tant que telle. C'est-à-dire qu'avec mon associé Henri Leleu, on a décidé à un moment de continuer les affaires, donc tous les projets qu'on avait, scientifiques, médicaux, et en même temps de faire une start-up qui était à but non lucratif, purement gratuite, mais qui était d'essayer de construire des modèles de simulation et d'influencer la gestion de la crise Covid dans l'angle qui nous semblait le plus équilibré. C'est-à-dire ni d'un côté complètement où il fallait tout arrêter, et ni d'un côté d'être complètement dans le déni. Donc essayer de trouver un juste milieu. Je pense qu'on s'en est pas mal sorti. Je pense qu'on a bien influencé les décisions. Je pense qu'on a évité de faire un certain nombre de grosses bêtises. Il y en a qui ont quand même été faites. On voit que la crise nous a coûté quand même assez cher sur tous les plans. Et l'autre expérience que j'en retiens, c'est une expérience médiatique. C'est là que j'ai fait la découverte du monde des médias. Parce qu'à l'époque, en fait... À l'époque, j'avais jamais fait un plateau de télé. Moi-même, j'ai jamais eu la télé. Et ça s'est passé comment ? J'avais aucun réseau social. Donc, en fait, je suis rentré dans le monde de la communication, et du coup, dans le monde d'aujourd'hui, pendant la crise Covid. Et je me suis rendu compte que, en fait, une démocratie, elle peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas des médias. Et moi, je crois énormément dans cette dimension-là. On la critique beaucoup. Mais je pense que c'est la fenêtre de liberté, c'est la fenêtre de respiration. Et aujourd'hui, c'est par là en fait que le nouveau monde accouche.
Et donc, voilà, je suis vraiment un défenseur des médias, les médias libres, les médias pluriels. Il faut qu'il y ait tout type de médias qui représentent tout type de population. Ce que vous faites là, voilà, ça en fait partie. Et parce que il faut avancer dans l'incertitude. Et sans médias, en fait, je trouve que les gens ont assez peu de pouvoir finalement. Et comment ça s'est passé cette première rencontre? Quel était le premier média? En fait, ça s'est passé comment? ça s'est passé que on a fait un modèle qui était extrêmement en avance sur son temps. On était une première société française, enfin l'équipe française à faire un modèle, ce qu'on appelait agent-based, c'est-à-dire un modèle où on allait simuler chaque personne dans le pays en fonction de ses interactions avec les autres et comment le virus allait plus ou moins se diffuser en fonction des comportements qu'on allait avoir. Et ce modèle, je l'ai envoyé à tous les dirigeants, dont j'ai réussi à avoir les messages et j'ai eu aucune réponse. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah voilà, le seul moyen d'y arriver, c'est par les médias. Et en fait, j'ai réussi à faire passer mes messages par les médias. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, notamment en France, la seule manière d'interpeller nos dirigeants sur des sujets où on sent qu'on a quelque chose à dire et qu'on sent que ça ne va pas dans la bonne direction, c'est les médias. C'est les médias. Et en fait, les politiques ne suivent que ça. Et c'est pareil, c'est quelque chose que je pense beaucoup, notamment d'entrepreneurs, n'ont pas compris. C'est qu'ils restent sur une stratégie très affaires publiques. En fait, les affaires publiques, c'est quoi? C'est rencontrer des dirigeants politiques dans des bureaux. Oui. Et en fait, c'est pas ça qui intéresse le dirigeant politique. Le dirigeant politique, ce qui s'intéresse à l'opinion et ce qui se passe au moment T. Et parce que de toute façon, même s'il est d'accord avec vous dans le bureau, en fait, il n'a pas forcément les leviers pour agir. Donc si vous n'avez pas porté vous-même le sujet, là, il va accepter de vous aider. Mais lui ne fera pas nécessairement le travail de porter le sujet, d'en faire une priorité. Donc moi, je pense que la stratégie de communication et médiatique, aujourd'hui, c'est le pilier principal, si on veut faire évoluer les choses, plus que la stratégie d'affaires publiques, qui pour moi appartient en quelque sorte déjà presque à l'ancien monde. Ouais. Et puis à une ancienne élite. Voilà, c'était les cabinets, c'était les bureaux du ministère. Moi, j'y étais au ministère, je savais comment on recevait les gens, on les écoute, on dit c'est extrêmement intéressant. Les gens repartent en étant très contents. Du coup, le conseiller d'affaires publiques, il est très content aussi. Ça entretient une illusion que c'est efficace, alors qu'une intervention dans un média, sur quelque chose de bien préparé, vous prenez en fait à témoin le reste de la population, et ça marche mieux. Ouais, c'est beaucoup plus fort. Mais il y a plus d'enjeux, c'est plus difficile, et donc les gens sont encore timides. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui va émerger. Et ça, c'est ce que j'ai appris pendant la crise Covid. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Vous étiez stressé la première fois? Ouais, c'est très, très stressant. J'imagine que vous aussi, la première fois qu'il y en a encore, c'est pas du direct. Ouais, c'était très stressant. Mais ouais, c'est très stressant. Alors, je peux vous dire que j'ai bien transpiré, moi, la première fois. Ouais. Au début, on a une espèce presque de panique. Mais après, on dépasse ça. Ouais. Et du coup, justement, c'est très agréable de le dépasser. Et un truc que j'ai découvert aussi, c'est qu'on peut pas mentir à une caméra. Contrairement à ce qu'on croit, en fait. C'est beaucoup plus facile de mentir dans un bureau. Mais quand vous êtes face à une caméra, je sais pas pourquoi, en fait, c'est un effet magique. Vous avez fait preuve de sincérité. On en a parlé juste avant, d'ailleurs, en coulisses. D'accord, oui, tout à fait. Tous les deux sur ce qui s'était passé hier. Oui, en effet, quand on est devant la caméra, en fait, ce qui est dit devant la caméra, l'effacer après, c'est... Et en plus, aujourd'hui, c'est impossible, parce que c'est en ligne. C'est compliqué, et surtout quand c'est en direct. Alors ça, c'est aussi ce que ça apprend, c'est que aujourd'hui, il faut accepter de se tromper, il faut corriger ce qu'on a dit. Donc en fait, on est sur une communication qui est aussi beaucoup plus au fil de l'eau. On en consomme plus, on en produit plus, et il faut apprendre à naviguer dans ce champ-là. Mais je pense qu'en fait, il y a une illusion que il y a quelque chose de très très bien organisé en dehors de la société. Et en fait, ça, c'est une pure illusion. Il y a une espèce de chaos, même au niveau politique, même au niveau de la décision. Il faut apprendre à quelque part capter ce chaos, en faire quelque chose et utiliser la communication pour essayer d'orienter les choses. Mais les choses sont moins structurées qu'on ne le pense. Et donc, du coup, Martin, vous, au niveau de votre société de conseil, qu'est-ce que vous avez concrètement apporté pour démocratiser un peu, pour notre audience? Qu'est-ce que vous avez apporté, en fait, pour la crise Covid? Pour la crise Covid. En fait, nous, on partait d'un postulat, c'était que le président de la République, il avait confiné le pays, comme plein d'autres, et qu'ils n'allaient pas réussir à s'en sortir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enfermé tout le monde, qu'est-ce que vous faites après? Oui. Voilà. Sachant que tout est bloqué. Dès que les gens ressortent, en fait, ça repart. Commerce, donc vous êtes bloqué. Donc là, l'idée, c'était de dire, on va essayer de faire une way out, une voie de sortie de ce confinement, parce qu'en fait, on s'est piégé nous-mêmes.
Et c'est ça qu'on a commencé à faire. On a commencé à faire des scénarios de déconfinement. En fait, on les a créés, on a communiqué dessus, c'est-à-dire, voilà, on peut rouvrir ça, et il faut les rouvrir très vite, parce que ça n'a pas de sens de les maintenir fermés, puisque ça n'a pas changé. Et donc, je pense que ça a orienté un peu la façon dont on a commencé à libérer un petit peu. Et après, à chaque fois, quand tout le monde se remettait à paniquer, nous, notre objectif, c'était de dire non, mais ne refermez pas. À la limite, prenez des décisions ciblées, mais voilà, ça va nous coûter très cher, on va le payer pendant des générations. En plus, ça fait beaucoup de mal aux gens d'être enfermés comme ça, et donc il faut vraiment faire du chirurgical et pas faire un peu à la bourrin comme on l'avait fait la première fois. Donc ça a été notre travail, en fait. Ça peut paraître ridicule, mais du coup, chaque mesure, on le disait, on essayait de prévoir ce qui allait se passer. Puis il s'est avéré que quand même, c'était assez efficace, nos prédictions. Après, d'autres modélisateurs académiques se sont mis à faire la même chose, et du coup, on a pu avancer comme ça. Voilà, concrètement, ce que ça fait. D'accord, ok. Et du coup, au niveau des vaccins, toi, tu étais pour les vaccins? Bien entendu, moi, j'ai toujours travaillé dans les vaccins. C'est une arme de lutte contre les maladies infectieuses extrêmement efficace. Il ne faut pas oublier que les maladies infectieuses, c'est ce qui tuait tout le monde avant 1900. Donc, il n'y a pas de doute. Après, c'est assez compliqué la façon dont les vaccins sont développés. Donc, il y a eu des polémiques qui se sont faites. Il y a eu une défiance qui a toujours existé, mais qui a pris de l'ampleur. Je pense qu'on l'a un peu exagéré aussi. Je pense qu'une majeure partie des gens, en fait, finalement, restent assez OK avec ça. Et les vaccins, ils ont apporté beaucoup pendant la crise. Après, il y a eu un débat sur les effets secondaires du vaccin. Moi, je trouve que la plupart des sujets ont été outés, quoi. C'est-à-dire que les différents effets, il y a des vaccins qui sont sortis, il y a des vaccins qui sont restés. Voilà. Et puis aujourd'hui, le Covid est passé finalement comme une maladie avec laquelle on vit, qui continue de faire quelques infections chaque hiver, et on l'a apprivoisé comme on avait apprivoisé les virus précédents. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque d'une nouvelle épidémie comme celle du Covid? Il y a toujours Là, on parle du hantavirus, c'est ça? Non, mais l'hantavirus, c'est un virus qui n'avait rien à voir. C'est des virus qui font des petits clusters très graves, mais c'est pas des virus comme ça qui font des vagues épidémiques. Ouais, bien sûr, ça peut revenir. Les risques, c'est essentiellement les maladies respiratoires qui se transmettent très très vite, qui passent assez inaperçues. Donc oui, bien sûr, ça arrive une fois, ça peut arriver une autre fois. C'est pour ça qu'il faudra éviter de faire les mêmes erreurs, parce que les pays ont commis beaucoup d'erreurs. Il y en a qui ont vraiment, dans la communication, dans les mesures qui ont été appliquées, dans la façon aussi de parler de la vaccination, il y a eu des erreurs qui ont été commises. C'est essentiellement ces erreurs-là qui ont été faites sur la vaccination. Donc en France, on s'en est plutôt bien sorti, d'après toi? C'est hyper dur à dire, quoi. Je pense que le pays qui s'en est le moins bien sorti, c'est la Chine. La Chine, c'était catastrophique. Ils ont fait un scénario zéro Covid. Ils ont enfermé les gens pendant 2 ans. Moi, j'étais en Chine récemment, et il y a un avant-après. C'est-à-dire que je pense que la Chine était une nation qui était assez OK avec leur modèle jusqu'à la crise Covid. Quand vous allez interroger des gens en Chine, le Covid, c'est vraiment le truc qui sort au bout de 10 minutes de la conversation. C'était moi, j'étais bien en Chine. J'aurais jamais pensé partir. Depuis la crise Covid, quand même, je me pose des questions. Parce que, en fait, chaque pays dans une crise réagit, met en exergue en fait sa culture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous étiez capable de vous contrôler, mais quand il y a une crise, en fait, vous vous lâchez, quoi. Donc en fait, la Chine s'est lâchée sur sa dérive qui est très autoritaire, et les gens sont littéralement retrouvés enfermés chez eux, avec des sacs de riz qu'on posait devant leur porte et des drones qui passaient par les fenêtres en leur disant de ne pas crier, parce que les gens commençaient à hurler tellement ils n'en pouvaient plus dans les appartements. Et tous les gens qui ont vécu cette expérience l'ont vécu comme une expérience horrible, dramatique. Et du coup, ça a énormément affaibli le régime chinois, contrairement à ce qu'on peut en penser. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup d'experts français qui défendaient cette stratégie. Donc beaucoup de gens se sont trompés. Et les pays qui sont le mieux sortis, selon moi, c'est les pays qui ont le moins surréagi. Notamment les pays du Nord. D'accord. Aux États-Unis, il y a eu plein de polémiques. Donc, en fait, le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est encore plus un pays de la com. Donc, mais finalement, ils n'ont pas été trop extrêmes dans leur réaction. Voilà, les pays qui se sont moins bien sortis, c'est les pays qui ont enfermé tout le monde, qui ont voulu surtout ne penser plus qu'au Covid et oublier tout le reste, quoi. Ils sont un peu trop focus sur l'instant T, et ils ont eu du mal à dézoomer, quoi. On voyait aussi très régulièrement dans les informations, les Italiens, c'était aussi compliqué. Les Italiens, ils ont une réaction assez proche de la nôtre. Après, les sociétés qui étaient un peu âgées, un peu confortables,
notamment européennes, ont une tendance à réagir de façon un peu trop épidermique, à mon avis. Qu'en est-il aujourd'hui du système français? Parce que le système français de santé souffre aujourd'hui. On en est où? Tous les systèmes de santé souffrent dans le monde. La santé, ça va être le sujet des 20 prochaines années. Pourquoi? Parce que, en fait, bon, déjà, on l'observe, mais c'est que c'est devenu, en fait, le problème du jour, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si l'humanité avait réglé un certain nombre de problématiques. Et aujourd'hui, finalement, c'est comme s'il y avait une espèce de pyramide de Breslau. Donc, vos besoins de base ont été... et aujourd'hui, ce qui ressort, c'est les gens, ils ont envie de vivre en meilleure santé. Donc, c'est l'aspect visuel, donc l'aspect esthétique, l'aspect se sentir en forme, se sentir bien dans sa tête. Les gens sont beaucoup plus sensibles à beaucoup de problématiques. Et donc, la santé devient finalement le problème numéro 1 des gens. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est complètement nouveau. Et donc, comme vous aviez, en fait, finalement, avant, un système qui était la gestion des maladies qui coûtait 5% du PIB, que vous aviez socialisé complètement, comme beaucoup d'autres pays, bah, vous le gériez un peu comme une administration qui devait gérer quand quelque chose se passait vraiment mal. Quand vous arrivez dans un secteur économique qui va représenter bientôt 15-20% du PIB, avec un vrai phénomène de marché, des gens qui sont en demande, une multiplication de l'offre, bah, en fait, vous ne pouvez plus gérer ça de façon administrative comme vous le gériez depuis 80 ans. Et ça, le problème, c'est que les gens qui géraient ça de façon administrative, ils n'arrivent pas bien à le comprendre. Donc, pour l'instant, ils sont là, mais non, on va s'en occuper, on va tout faire. Mais en fait, ils en sont incapables. Donc, ils bloquent un petit peu le système. Et c'est comme une espèce de coque rigide qui, à mon avis, au bout d'un moment, va exploser et va revenir dans quelque chose qui est interdit. C'est un mot tabou, le marché. Et donc, voilà, la santé va passer d'une gestion administrative purement socialisée à quelque chose qui va beaucoup plus être dans une logique de marché, même si... Donc plus privé, du coup. Donc beaucoup plus privé. Beaucoup plus privé, avec des initiatives individuelles, en fait. C'est ça, surtout. C'est-à-dire que là où c'était quelque chose qui était... voilà, tout le monde s'en foutait un petit peu, fallait que quelqu'un s'en occupe. En gros, c'était gérer les maladies très graves et que personne ne voulait voir. Voilà, on laisse ça à l'État s'en occupe et laissez-nous faire autre chose. Quand ça devient le sujet numéro 1, que tout le monde en veut, et que vous avez plein d'entrepreneurs comme vous, par exemple, qui ne sont pas forcément issus d'un milieu professionnel de santé, mais qui viennent dans la santé pour essayer de comprendre ce que les gens veulent et apporter des réponses, bah là, on change de monde. On rentre dans un vrai monde qui est un monde marchand, avec des deals, avec des propositions, avec des préférences patients. Exactement. C'est un nouveau monde, et l'ancien monde a du mal à comprendre. L'ancien monde, c'est quoi? C'est beaucoup les professions de santé, qui ont du mal à aller vers ça, même si au fond ils ont un peu envie, mais ils n'osent pas vraiment y aller. C'est les gens qui géraient au niveau de l'État, parce qu'en fait ils vont perdre un peu leur bébé, donc ça leur fait un petit peu mal, je dis les choses simplement, mais c'est ce que je perçois. Bien sûr. Et puis vous avez les gens eux-mêmes qui ont envie d'y aller, parce qu'ils voient des choses se proposer, ils ont envie de les adopter, mais en même temps ils sentent que ça coûte cher, ils payent quand même très cher les cotisations, donc voilà, ce switch il est un petit peu compliqué. Et on leur a tellement dit que c'était génial quand c'était administré par l'État qu'ils ont du mal à aller vers... Il y a cette culture française de la sécurité sociale. Pas que en France, vraiment. Honnêtement, c'est très très vrai en France. Mais c'est vrai un petit peu partout. Moi, j'étais en Chine, c'est à peu près la même chose. Bon, aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils sont passés à autre chose. Les Pays-Bas, eux, ils sont passés à autre chose. Par exemple, les Anglais sont restés c'est en train de craquer aussi. Les Allemands, les Italiens, les Espagnols. Donc voilà, ça, c'est la transformation qui est en train de se faire. Et ça va être la transformation de notre génération. Donc en fait, tout est en train de se libéraliser concrètement et de se privatiser. C'est ce qui va très probablement se passer. Parce que la nature du soin, la nature de la santé a changé fondamentalement. Parce que l'évolution humaine nous a amené à un moment où la santé devient un bien de consommation et n'est plus finalement la gestion des mourants comme ça a été pendant très longtemps. Alors je caricature, mais c'est ce qui est marrant. On parle tout le temps de prévention, mais en fait, la prévention, c'est quoi? La prévention, c'est gérer votre santé au quotidien. Et comme vous en avez envie, avec une multitude d'offres. C'est ça. Donc, on utilise le mot prévention, qui est un mot très politiquement correct, mais en fait, moi, j'aime pas ce mot-là. En fait, c'est pas ça, c'est vous gérez votre santé au quotidien. Donc, vous surveillez avec des capteurs, vous essayez de savoir où vous en êtes. Exactement, dormir, faire du sport. Vous allez vérifier que vos artères sont en bon état. Et s'il y a le moindre petit truc, vous allez faire des interventions, être suivi. Donc là, on n'est déjà plus dans la prévention. Donc en fait, la prévention, c'est même pas ça. C'est de la surveillance de votre corps en permanence.
la détection des moindres petites anomalies, la correction immédiate, qui n'est pas du tout ce que vous faisiez à l'époque, où en gros vous viviez n'importe quoi, sexe, drogue and rock'n'roll, les années 80-90. Le jour où vous avez un problème, voilà, j'ai un emmerdement avec mon foie, avec mon cœur, réglez-moi ça pour que je puisse retourner en soirée. Voilà, ce monde-là, il est terminé. En fait, vous pouvez pas, ce monde-là, il correspondait très bien avec le système de santé tel qu'il existait. Le monde d'aujourd'hui, avec les gens hyper conscients, hyper soucieux, de la façon dont ils sont, de la façon dont leur cerveau fonctionne, leur corps fonctionne, et ben, du coup, c'est un monde qui ne pourra pas fonctionner avec une santé administrée. Et puis surtout, la prévention, ça commence dès le plus jeune âge. Dès l'école primaire, le collège. Ouais, mais encore une fois, c'est même pas de la prévention. Parce que quand vous avez un enfant qui est obèse, c'est pas de la prévention. Non. Il est déjà obèse. Donc faire en sorte qu'il ne devienne pas obèse, c'est même pas vraiment de la prévention. En fait, c'est vous gérez au quotidien son poids. En fait, la prévention, on a l'impression que vous n'êtes pas déjà dans l'action. Mais en fait, la prévention, c'est déjà du traitement, quoi. Déjà du traitement. Si vous prescrivez, imaginez, je prescris à votre enfant pour pas qu'il devienne en surpoids, je lui prescris un régime. Je suis déjà quasiment dans le soin, en réalité. Est-ce que, du coup, vous pensez qu'il y aura une médecine pour les riches et une médecine pour les pauvres ? C'est évident. Mais il y en a déjà, une médecine pour les riches et une médecine pour les pauvres. Mais on ne veut pas le voir. On est dans un déni. Avec certains dépassements d'honoraires, vous pouvez avoir accès tout de suite aux meilleurs médecins. Quand vous avez des cliniques privées qui vous proposent des soins ou avec de la très bonne hôtellerie et on vous prend bien en charge et on fait attention à vous, ou dans des hôpitaux où on va vous expédier parce qu'on sait que de toute façon, vous n'allez pas vous plaindre. Évidemment que c'est une médecine à deux vitesses. Aujourd'hui, avec de l'argent, vous avez plus que si jamais vous n'en avez pas. Mais tout le monde le sait. Mais le problème, c'est que comme on a dit pendant 80 ans que c'était le tabou absolu en France et qu'on est sur un système universaliste, en fait, on est complètement schizophrène aujourd'hui. Et surtout, on ne construit pas le monde de demain. Donc je pense qu'on est dans un entre-deux duquel il va falloir sortir assez rapidement. Et moi, je pense que c'est les nouvelles générations. D'ailleurs, ma prochaine émission, je fais un thème sur la relation des médecins et de l'argent. Parce que ça, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Il y a plein d'influenceurs jeunes médecins qui font des trucs sur la médecine et l'argent. Voilà, ils font des classements. Alors, si t'es un pédiatre, tu vas gagner tant. Si t'es un psychiatre, tu vas gagner tant. L'astuce pour gagner plus, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. Parce qu'on était dans l'ancien monde. Le nouveau monde, c'est ça. Donc, il y a des gens qui vont pleurer, des gens qui vont trouver que c'est scandaleux. Moi, je dis, c'est l'avenir. Moi, je suis quelqu'un qui ne moralise pas. Je regarde où on en est, je constate, et après, voilà, je dis, allez dans cette direction, parce que c'est la société, le monde, pour moi, il est régi par des grands mouvements qui nous dépassent. Ça évolue, et voilà, ça ne sert à rien de lutter contre. Ça va arriver, et donc il faut juste essayer que ça soit bien fait, plutôt que d'essayer de faire un micro-barrage contre une vague qui va complètement vous emporter, quoi. Non, et tout avance, tout change. Et surtout, en réalité, que pensent les Français ? Non, la médecine n'est pas gratuite en France. Tout le monde pense que c'est gratuit. Non, les gens la payent tous les mois. Elle est collectivisée. Bien sûr. Donc, mais il y a des choses qui seront collectivisées. Et l'État n'est pas la seule manière de collectiviser. C'est-à-dire que quand vous assurez votre voiture, vous collectivisez l'assurance contre un risque de l'abîmer. Ça ne veut pas dire que c'est l'État qui doit s'en occuper. Ça, c'est pareil. C'est des confusions qui se font parce que la culture économique en France, elle est assez pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a délégué énormément de secteurs à l'État, notamment la santé, en fait, plein de secteurs économiques qu'on maîtrise, notamment par exemple dans l'IT, dans la téléphonie, les médias, ça, on comprend parfaitement comment ça fonctionne. On gère les concepts. Dans la santé, on n'a pas eu à les gérer. Donc il va falloir petit à petit que là où dans d'autres pays, ils les comprennent, nous, on les comprenne aussi. Oui, c'est normal. Donc du voilà. coup, c'est la nouvelle génération de la santé qui arrive demain. Et comment Martin, toi, tu vas pouvoir contribuer à cette nouvelle médecine de demain avec ton cabinet de conseil notamment ? Moi, je n'ai plus de cabinet de conseil. Aujourd'hui, vraiment, ce que j'essaye de faire, c'est de créer une espèce d'agora qui s'appelle Nudil Santé, avec un peu comme un plateau télé. Et donc, j'observe les tendances et j'essaye d'accompagner, parce que pendant 20 ans, je fais de l'entrepreneuriat, et je vais essayer d'accompagner ce mouvement et de le faire aussi accepter par la société française. C'est pour ça que je viens intervenir dans vos podcasts. Tout ça, je trouve ça intéressant de rendre le truc avec les opportunités, quoi. Parce qu'en fait, le monde avance. Soit on reste bloqué et on laisse les autres avancer, c'est eux qui nous proposeront les solutions. Soit on accepte d'avancer, on laisse des choses émerger de notre société et nous, on pourra les proposer aux autres. Donc, j'ai une stratégie gagnante plutôt qu'une stratégie sans arrêt où on va se déprimer, regretter l'ancien temps. Je suis contre la nostalgie et donc je veux que ça émerge. Et du coup, j'essaie de voir les gens qui font des choses. Parfois, j'essaie de les accompagner, d'investir un petit peu et de les faire connaître et emmener la société dans ce mouvement.
Quel est le rôle de l'intelligence artificielle, du coup, dans toute cette santé? On en parle tellement en ce moment. Tu as même certains de tes confrères qui disent que demain, l'humain va vivre, que tu connais très bien, je vais pas citer son nom. On l'a interviewé il y a pas très longtemps. Ah oui, vous l'avez vu? Oui, que les humains vont vivre jusqu'à 150 ans, ou même voire plus, dans quelques années. On entend dire que bientôt, il y aura des bébés génies en 2050. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Moi, c'est pas mon thème, en fait. L'IA, je l'utilise tous les jours. Ouais. Nous, on a fait beaucoup de stats, en fait. On utilisait déjà l'IA, en fait, depuis très longtemps. Il se trouve que maintenant, il y a les réseaux neuronaux qui sont des nouveaux modèles qui sont arrivés, qui ont permis de développer de façon beaucoup plus forte cette IA et de la démocratiser, notamment avec les langages naturels, qui fait que les gens arrivent à avoir une interaction avec la machine, en fait, ce qu'ils n'arrivaient pas avant, parce qu'il fallait coder des choses mathématiques. Et du coup, c'est un outil. Donc, c'est un super outil qui va accompagner le mouvement de fond. Mais pour moi, le mouvement de fond de la société, ce n'est pas l'IA. Le mouvement de fond de la société, c'est une libération d'un certain nombre de contraintes, le fait que la santé devienne un sujet numéro 1 pour les gens, et le fait qu'il va rentrer dans le domaine marchand. Et l'IA va trouver sa place là-dedans. Certaines fois, il va être extrêmement utile. Dans d'autres fois, il le sera moins. Et c'est d'autres outils, d'autres innovations. Il y a d'autres innovations que l'IA. Il n'y a pas que l'IA qui est une innovation, qui vont remporter le game. Mais savoir ce qui va vraiment changer le cours de l'histoire, parfois, c'est pas forcément les innovations qu'on imaginait. Donc l'IA, pour l'instant... Ouais, c'est plus la culture... Je sais pas, ça sera peut-être... j'entends parler d'innovations en biotech, par exemple, qui sont révolutionnaires. C'est peut-être elles qui vont gagner. Il y a d'autres secteurs de l'innovation qui vont peut-être plus changer nos vies que l'IA. Donc l'IA, c'est un outil qui s'intègre déjà à droite à gauche. Et puis ce sera probablement le couplage de l'IA avec d'autres secteurs d'innovation qui vont permettre de faire émerger quelque chose. Mais pour savoir ce qui va changer les choses, moi je regarde toujours les besoins. Voilà, donc tu vas à la source, en fait. Exactement. Tu vas essayer de comprendre. Exactement. De quoi les gens ont besoin, et après, je vois ce qui peut répondre à ce besoin. Donc, je pense qu'effectivement, vivre vieux, c'est quelque chose que les gens vont vouloir, surtout vivre en forme. Et je pense que les gens vont de plus en plus se recentrer sur eux, s'écouter, communiquer aussi. Je pense que ça, pour le coup, la communication, c'est quelque chose qui a énormément changé. Je pense qu'on va beaucoup plus communiquer, beaucoup moins faire. Et donc, moi, je vois un monde où les gens vont se regarder eux-mêmes et vont prendre beaucoup plus de temps à prendre une décision. Et qu'ils vont surréfléchir, surévaluer, surarbitrer, être surconnectés avec les autres, notamment avec le digital. Et c'est cette soupe-là qui va créer, pour moi, le monde de demain. Et au niveau du praticien, alors comment tu le vois, le praticien de demain? Est-ce que le praticien de demain va continuer à être un praticien, on va dire, classique comme aujourd'hui, mais en gros, l'IA va l'accompagner pour qu'il devienne, on va dire, entre guillemets, plus fort? Ou le praticien va devenir un superviseur de l'IA? Je pense que le praticien, il va continuer de faire la base de son job, c'est d'être avec le patient. Voilà, c'est la communication. L'étalon, voilà. Mais c'est déjà le cas, en fait. On se trompe énormément quand on croit que le médecin, il reçoit le patient et là, qu'est-ce que vous avez comme maladie? Attendez, je réfléchis. C'est pas comme ça que ça se passe quand vous allez dans un cabinet. Donc s'il passait 80% de son temps de consultation à se creuser la tête pour savoir ce que vous avez, l'IA serait super. Le codeur, il réfléchit énormément, donc l'IA lui change la vie. Le médecin, c'est quoi son temps? C'est de parler avec le patient. Est-ce que l'IA va changer la façon qu'il a de parler avec le patient? Non. Donc, en fait, la vie du praticien, elle va être moins bouleversée que la vie d'un codeur informatique, que la vie d'un logisticien, que la vie de quelqu'un qui écrit, parce que là, l'IA, elle peut le faire. Le praticien, il se trouve qu'il fait quelque chose que l'IA aura du mal à faire, c'est de parler avec le patient. Donc je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Il aura probablement pas mal de petites règles IA qui vont être mises pour contrôler ce qu'il fait, parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler avec une IA que sans IA. Mais à part ça, je ne vois pas de révolution. Et probablement qu'un certain nombre de patients préféreront demander à des IA. Mais honnêtement, quand vous êtes malade, je ne sais pas qui a eu la malchance d'avoir cette expérience, j'ai du mal à croire que la bobologie, je veux bien, parce que vous ne voulez pas perdre du temps, et en fait, aller voir le médecin, c'est que pour de l'administratif. Quand vous allez voir un médecin vraiment pour parler à quelqu'un qui va vous aider à traverser une épreuve, je ne pense pas que vous privilégierez l'IA. Mais comme d'habitude, c'est l'usage qui décidera. Et puis surtout, on est très attaché, en fait, à notre médecin. Exactement. Aller
faire confiance à une IA comme ça, c'est... Mais je pense qu'on va faire des erreurs parce que, enfin, bon, là, je vous parlais du sujet des dermatologues, mais beaucoup de gens pensent que, par exemple, il n'y aura plus de dermatologues parce qu'on va prendre une IA et qu'on va se faire une photocopie. Enfin, on va regarder notre main, elle va nous dire vous avez une dermatite atopique. Ouais, mais d'accord, super, j'ai une dermatite atopique, je me gratte toute la nuit, ça m'empêche de vivre. L'IA, elle va me dire quoi? Elle va rien me dire. Alors, j'ai envie d'en parler à quelqu'un qui a vu beaucoup d'autres patients, qui va établir une connexion avec moi et qui va commencer à m'accompagner dans la gestion de ma dermatite atopique. Donc l'IA, il va poser le diagnostic, mais encore une fois, c'est pas le cœur du problème. Donc ça, par contre, les métiers, on va accompagner les gens, qu'on va avoir de plus en plus besoin, à mon avis, ça va se développer. Donc la médecine en fait partie. Donc la fin de la médecine par l'IA, je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu penses des futures élections présidentielles en France? Tu as posé toutes les questions. Ah, ça, c'est un vrai sujet. Et notamment, si on te nomme en tant que ministre de la Santé, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je regarde déjà les les échéances politiques que sur l'angle de la santé. Ouais. Et comme je te disais, je pense que c'est pas les gens qui changent, c'est des mouvements de fond dans la société. Donc moi, la mission que je me suis donnée, c'est d'accompagner une transformation du mindset de la santé vers quelque chose de plus marchand, vers quelque chose de plus libre, vers quelque chose de plus fluide, comme le sont les autres marchés. Pour l'instant, les gens qui sont en poste ne sont pas dans ce mindset-là. J'essaie de rencontrer ceux qui pourraient l'être pour essayer de leur insuffler ça et leur dire que ça peut fonctionner, que c'est pas forcément négatif, qu'on peut aider les médecins à aller vers ce monde-là, que la jeune génération l'attend. Moi, je vois ça sous cet angle-là. Après, les fonds sur les autres sujets, bon, j'y pense un peu, mais c'est pas très intéressant, pas plus que n'importe qui d'autre. Parfait. Est-ce que tu as des conseils à donner d'une manière générale aux Français par rapport en fait à tout ce qu'ils ont vu, tout le système français, par rapport à demain, qu'est-ce que tu voudrais revendiquer aujourd'hui? Moi, ce que j'aurais envie de dire aux Français, c'est rester en France déjà. On en a parlé. Mais voilà, je pense qu'on reste un pays qui a d'énormes opportunités. Les Français, ils sont bons. Pour avoir pas mal parlé avec d'autres pays, je trouve que voilà, c'est quand ils vont ailleurs, ils réussissent. Donc pourquoi pas réussir en France? Et j'ai envie de leur dire, en fait, plutôt que de quitter la France, essayer de la transformer, quoi. Essayer de faire accepter l'idée que voilà, on va changer d'époque. On a un super beau pays. On a un beau pays, il y a des talents. Moi, je regarde dans la vie, les parcours. Tu sais, on a plusieurs vies professionnelles. Les gens qui partent, à un moment, ils le regrettent quand même. Ouais. Et puis, finalement, les choses finissent toujours par changer. Donc, parfois, ça vaut le coup de s'accrocher. Ouais. Donc, je pense qu'il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester. Et je pense que rester n'est pas forcément un mauvais choix stratégique. Et moi, je crois fondamentalement que le système de santé va se transformer. Et je pense qu'en France, on met du temps à s'enclencher. Mais une fois qu'on a compris le truc, en fait, on est capable un peu de rattraper aussi le retard qu'on a eu. Voilà, et je dis aux jeunes, proposez, faites-vous entendre. Voilà, on dit souvent que les jeunes aujourd'hui, ils font du quiet quitting, c'est-à-dire ils disent rien mais ils s'en vont. Je pense que parfois, il faut dire et s'en aller ou dire et rester. Ouais. Donc voilà, il faut agir. Faut agir. Voilà, faut agir, faut parler aussi. Et puis tu disais tout à l'heure, même ceux qui partent, il y en a aussi beaucoup qui reviennent après. Parce qu'ils ont toujours cet amour du pays. Et... Ouais, et puis c'est bien de voyager, de faire des allers-retours. Mais voilà, en fait, je pense qu'on a besoin de la jeunesse aujourd'hui. Parce que je pense que la société française, notamment, je regarde sur le plan de la santé, elle a besoin de se transformer. Donc, c'est ces jeunes-là qui seront la solution. La solution, elle ne viendra pas dans eux. À un moment, en haut, ils accepteront ce que la base propose. Ouais. Mais c'est les gens qui font, c'est les soignants qui proposeront. Et après, en haut, ils accepteront parce que de toute façon, ils ne pourront plus rester sur ce qu'ils avaient fait. Le système, il est tellement bureaucratique aujourd'hui et il est tellement obsolète qu'à un moment donné, tu es obligé de changer dans tout le système. Hein. Tu prends les retraites, tu prends la santé. Il est sclérosé, en fait. Voilà, parce qu'il était bien pensé. Il y a des gens en haut qui sont intelligents, qui ont bien pensé, mais ils ont pensé un cadre rigide. Exactement. Parce qu'ils voulaient le diriger. Et en fait, il faut accepter qu'eux lâchent la main. Oui. Hands off, comme disent les Américains. Et du coup, que laisser les gens faire, et ça va bien se passer. En fait, il faut faire confiance aux gens qui font et mettre des règles. Ouais. Ce que font les Anglo-Saxons. Des règles strictes. Quand quelqu'un dépasse la règle, par contre, pas de complaisance. Ouais. Je veux dire, là, il faut que tout le monde respecte les règles. Et après, on y va. Et si les règles ont besoin d'être un petit peu changées, on les change. Mais on n'a pas besoin de tout tenir comme ça. Tout à fait. Le système, il a été mis en place il y a plusieurs dizaines d'années. Il a été mis en place après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On avait besoin de reconstruire. Là, on avait besoin d'un chef qui tienne les rênes. Voilà. Maintenant, cette période, elle est terminée. Ça fait 80 ans. On peut lâcher un petit peu les mains du guidon et laisser les gens un petit peu faire. Et ça va bien se passer.
Et tous les mastodontes qui sont aujourd'hui au niveau de la politique, la plupart doivent aussi changer. Non, mais je pense qu'honnêtement, moi, je parlais avec ma femme récemment, Ouais. et ce qu'on se disait, au fond, à force d'avoir cette discussion, c'est qu'ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que d'être presque mis à la retraite. Donc ces gens-là, en fait, sont là. Ils s'attendent à ce qu'on les remplace par une jeune génération. Mais comme la jeune génération ne les pousse pas assez fort, en fait, ils restent là. Mais le jour où on les poussera, je suis sûr qu'ils diront, bon, bah ok. Moi, je le vois même avec mes parents. C'est-à-dire qu'au début, ils veulent avoir encore leur perception. Puis il suffit d'un petit peu les... Vous savez, ils disent, bon, bah ok, vous Et avez puis ils raison. changent. Donc il faut juste avoir la force de les pousser. Et si on a la flemme, par contre, bon, bah c'est... Alors ça, je te le confirme. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a interviewé un... Bon, tu verras le podcast dans pas très longtemps. On a interviewé un politicien très connu, très médiatisé. Bon, je ne peux pas dire son nom pour le moment. Mais c'est ce qu'on a ressenti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, faut... Et il nous l'a clairement dit, il faut laisser la place aux jeunes maintenant. Ouais. Nous, on a fait notre temps il y a plusieurs dizaines d'années. Le système social qui était mis en place était très bon. Maintenant, il faut revoir toute la carte parce qu'en fait, le système aujourd'hui, il est obsolète. Exactement. Voilà. Bah, tu vois, c'est la mission que je me suis... voilà, d'accompagner ce mouvement. Quel rôle j'aurai, je sais pas. Ouais. Mais j'aime bien le rôle que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire de voir tous les gens et de mesurer. Et je pense qu'on est prêt pour faire cette transition. Tu es quelqu'un d'optimiste, Martin ? Ouais. Toi aussi ? Oui. C'est ce que je sens. Ouais, je suis quelqu'un Vu tout ce d'optimiste. que tu fais. Ouais, je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis quelqu'un d'optimiste. Surtout, moi, je pense que le plus important pour moi, si tu veux, c'est la création de valeur. Ouais. Voilà. Et la création d'emplois, forcément. Je suis entrepreneur. Donc, c'est tellement compliqué en France d'entreprendre, encore une fois. C'est tellement compliqué que si je reste, c'est que j'y crois. Et tu réussis. Oui, je Ce qui réussis. prouve que c'est possible. Oui, bien sûr. On réussit et surtout, on s'éclate dans ce qu'on fait. Voilà. Encore une fois, à la règle d'or, on dit tout le temps, entre guillemets, excusez-moi, si tu te fais chier dans ton poste, quitte-le. Et tu vois, c'est l'autre conseil que j'aurais envie de dire. C'est faites ce que vous aimez. Et si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous ne plaignez pas et tentez autre chose. Et si vous quittez quelque chose pour quelque chose que vous aimez faire, vous allez galérer au début. Ça, c'est une règle d'entrepreneur. Les 2-3 ans de galère, c'est la base. Et on n'a pas mérité si on n'a pas traversé ça. Exactement. Mais une fois qu'on les a traversés, si vous avez passé ces 2-3 ans, en fait, ça marche après. Exactement. C'est ton effet de levier. Exactement. Ton effet de levier pour la suite. Non, honnêtement, en France, il y a de belles perspectives. On peut faire de belles choses. Il y a tout à faire. Maintenant, il faut que ça change. Comme tu as dit, il faut... Tu sais, c'est comme une grande, un gros rocher, tu vois, qui est en bord de montagne, comme ça, et maintenant, il faut le pousser. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est exactement ça. Dès que tu l'auras poussé... Pour moi, c'est comme une coquille d'œuf, tu vois, qui est toute rigide. Et à un moment, il faut l'exploser pour pouvoir bouger. Exactement. Parce que là, on est coincé dedans et on en a marre, quoi. Parce que, encore une fois, on a de super talents en France. On a les meilleurs mathématiciens. On a de superbes ingénieurs. Contrairement à ce qu'on pense, non, les Français, c'est des bosseurs. Donc, non, on a un super pays. Maintenant, voilà. Je peux te poser une question ? Oui. Est-ce que toi, tu as des espoirs dans ce qui va se passer en 2027 ou pas ? Compliqué. On en parlait avec mon attaché de presse juste avant. Bon, comme tu sais, moi, je suis dans le domaine de la finance et de l'économie. C'est compliqué. Qui lie, du coup, au domaine médical. Là, tu vois, c'est très intéressant, tout ce que tu dis pour moi. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, mais en fait, peu importe ce qui se passe en 2027, il faudra faire le follow-up. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'agis maintenant, j'agirai de la même manière après 2027. Exactement. C'est-à-dire que parce que celui qui va être élu, il aura besoin d'être continué, d'être lui-même poussé vers l'avenir. Exactement. Parce que je ne pense pas que le moindre candidat soit suffisamment éclairé pour aller suffisamment dans l'avenir qu'il faut. Donc, il faut les accompagner, il faut pousser, il faut faire de la communication. Exactement. Et puis, voilà. Les médias, c'est important. Exactement. Donc, tu vois, il faut des médecins dans les médias, il faut des économistes dans les médias, il faut des financiers dans les médias. Il faut des entrepreneurs. Il faut des entrepreneurs. Et ouais, c'est important. Parce qu'en fait, c'est nous qui représentons en fait, la vie au quotidien. C'est nous qui avons quelque chose à proposer, en tout cas. Exactement. Aux gens. Exactement. Pour faire autre chose, quoi. Et puis c'est nous qui faisons plus de sacrifices, on crée des emplois, quoi. On crée de la valeur sur le marché. Et donc, tout le monde fait des... Enfin, avec l'équipe, quoi. Mais c'est vrai que... Je dirais, nous, on a vraiment quelque chose à proposer. C'est celui qui prend le plus de risques, dirais-je. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est celui qui fait passer son projet avant, très souvent, d'autres dimensions de sa vie. Exactement. Donc, peu importe qui va passer en 2027,
c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de garder le cap et d'y croire. Parce qu'on peut faire de très belles choses. Ok. Voilà. Eh bien, Martin, merci beaucoup. Merci à toi. Ce fut un réel plaisir, ce podcast avec toi. Et je te souhaite de passer une très belle journée. Également. À très bientôt. À très bientôt.